Moi, je suis la 4e génération, donc de mineurs, qui ont travaillé dans le même gisement à Vierte, le gisement de Houet. Mes grands-parents donc avaient l'entreprise de terre plastique, quoi. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont fait main basse sur beaucoup de choses. Et les 2 frères de maman, ils ont été envoyés en déportation à Cassel. Et alors maman, qui est née en 1900, très jeune, elle a appris à conduire les chevaux et essayer de remplacer les hommes, quoi. Vu que j'étais bûcheron avec mon papa et que pendant l'hiver, on ne savait pas travailler, on s'est décidé, premièrement, d'aller quelques mois à l'usine réfractaire en Andine, et puis de ça, comme j'entendais toujours parler de fosse et d'Erle et tout ça, on s'est dit, ben, là, on sera peut-être à l'abri. J'avais 20 ans, moi, pour rentrer à l'entretien. C'est ça. J'avais fini mon service militaire, je suis rentré. Il y avait l'odeur, l'atmosphère, il y avait un peu de tout là. Hein. La première fois que j'ai mis mon pied sur le crochet pour descendre, quand je suis arrivé dans le fond, j'ai dit aux ouvriers, remonte-moi. Parce que, du fait de sentir le goût de la mine, la paille, tout ça, qui ne sent pas bon, hein, parce que c'est renfermé. J'ai attrapé le va-vite, là, quand je suis remonté. C'était amusant pour moi, j'étais une gamine. En 1940, j'avais 11 ans, et fin de vacances, j'avais demandé à mon père, est-ce qu'il y a des pots de tinte? Est-ce que je peux descendre? Et ben, vous avez déjà été, oui. J'ai été gentil pendant les vacances, et alors, quand je suis descendu dans le puits, déjà de quelques mètres, le bac, ça a commencé à tourner et tourner. J'étais presque sous quand je suis arrivé dans le fond. Alors, mon père était dans le fond. Quand il m'a détaché, il dit « Là, on a un peu. » Non! J'ai crié que non. Pourtant, je paniquais. Comme ouvrier à 17 ans. Là, c'était le herscheur. Je poussais les wagonnets, les charger, hein, des blocs de terre plastique, et alors les scroules, c'est-à-dire les épluchures que les haveurs, les abatteurs, donc, faisaient dans la derle. Et donc, elle l'arrachait là, également, non, la terre plastique. C'était l'ouvrier, hein, parce que c'était quand même fort dur comme travail. Hein. Elle herchait aussi. Elle la mettait une salopette d'homme, carrément, d'une seule pièce avec une tirette. Puis on se moquait d'elle, évidemment. Pensez bien à l'époque, une femme avec des pantalons aujourd'hui, différent. Ah, il fallait des gros souliers, hein. Je ne sais pas, on mettait peut-être des bottes à le moment, on ne sait pas. Mais les ouvriers, ils avaient des souliers en cuir très très épais, qui rendaient imperméables. Ils les nettoyaient au moins une fois par semaine, ça leur prenait un temps fou. Et puis, ils les induisaient d'huile ou de graisse copieusement, pour les rendre imperméables, pour avoir toujours leurs pieds à sec, quoi. J'ai commencé à un treuil comme ça. Et alors, bon, ben, du fait que vous voyez travailler les ouvriers à la taille, tiens, ça m'irait très bien aussi d'aller à la taille. Et c'est ainsi que, bon, ben, j'ai été à la taille. De fil en aiguille. Oui, voilà, et puis de devenu chef de fosse. Hein. On s'affranchit et au fur et à mesure, ben, on aspire de descente. Et la pédagogie des vieux mineurs, c'était non pas de dire, c'était des secrets pour eux, mais c'était de te faire découvrir par observation. Dans la fosse, en plus, tu sais mieux approfondir les choses. Je l'ai remarqué parce que quand tu es dans le fond,
avec les outils là, tu ne fais presque pas de bruit. Tu n'entends rien, c'est le calme. En 1939, un abatteur gagnait 39 francs 40 par jour. On avait le temps de respirer et alors on avait le temps pour les repas de prendre une demi-heure. Et de temps en temps, ils avaient le temps de s'arrêter 5 minutes. Donc c'était bénéfique pour eux. Ce sont les Allemands qui ont changé les structures d'extraction. C'est-à-dire qu'on était payé à l'atome. On avait une journée de base. Oui. Et il fallait au moins remonter 8 tonnes de derle pour pouvoir avoir un surplus de la journée de base, qui était enlevé de 8 tonnes, si vous voulez. Donc, il fallait, je ne sais pas combien, moi, allez, je vais dire, on avait 200 et des francs la tonne. Hein? 8 tonnes, ça fait 600 francs. Il fallait peut-être 1200-1300 francs pour payer donc, la journée de base. Et le surplus, ben, c'était des primes. Donc, à ce moment-là, le rendement était beaucoup supérieur par rapport à la journée, quoi. Ça te ramenait 8 heures. Mm-hmm. Jusqu'à 4 heures. Et on travaillait encore le samedi. Hein. Et finalement, on n'a plus travaillé que la moitié le samedi, hein, jusqu'à midi. Et puis, le samedi est tombé. Il faut qu'on mangeait. Dans le fond? Dans le fond, oui. Parce que le maniement de remonter 3 hommes, autant remonter du fait qu'on était à la tonne, autant remonter 3 bacs de derle, environ 250 kilos chaque bac, ça fait 750 kilos. Si on remonte 3 hommes, il n'y a rien. À la paye. Mon père m'a dit, lui, il extrayait 7 tonnes sur 8 heures. Et moi, sur 7 heures, j'extrayais 10 tonnes. Ça a changé que tous les mineurs que j'ai connus, donc de mon âge, au bout de 15-20 ans de force, ils avaient mal au dos. Ce qui tue le plus l'homme, c'est le travail, plus ou moins dans les mêmes positions et en permanence, sans arrêt. Ça, c'est ce qui tue vraiment l'homme. Puis quand il a commencé, tout était manuel. Il coupait la derle avec des grattoirs. Sur la fin, vers les années 1965, 60-65, on est venu avec des pelles mécaniques et un compresseur. Il y avait un bruit infernal. Seulement, on ne mettait plus qu'un homme à la taille avec une pelle mécanique. Et c'était sans arrêt. Donc, ça tuait encore davantage l'ouvrier, quoi. Seulement, le tonnage était plus favorisé, quoi. Oui, mais seulement quand on avait les compresseurs, on vous diminuait du prix de la tonne, puisqu'on en faisait plus. Ça fait que... Ah oui, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y a une surface qui conduit la terre de la taille vers le puits, et puis des hommes pour travailler la taille. C'est ça. Le chef, c'était le chef de fosse. Il y avait un calepin que le chef de fosse renseignait pour quand l'ingénieur venait contrôler. Et qui était le chef de fosse anonyme? C'était moi. Les contremaîtres venaient contrôler quand on faisait des journées pour remplacer les étançons. Alors c'est la société qui payait là. Donc il fallait
certains contrôles. On ne pouvait pas se disputer, bon, de temps en temps, une petite discussion. On ne pouvait pas se battre. On ne pouvait pas... Non, il n'y avait pas de syndicat. Hein. Ben, moi, j'étais syndiqué, mais ça ne servait à rien. On n'a jamais fait griffe. Mais- On court. On joue. Ah oui, oui. Pourquoi? Je ne sais plus. Puisque le tonnage était élevé, tout marchait bien, quoi. Les mineurs en charbonnage et les mineurs en terre plastique, c'est égal. Question de danger, ils n'étaient pas à l'abri d'un coup de grisou, d'un coup d'eau, ni un ni l'autre. Parce qu'il y avait toujours la grosse mare, évidemment, puisque ce sont des terres imperméables. Et il y avait toujours une cuvette d'eau, là. Hein. Alors, si ça appuyait trop fort contre les parois, ça risquait de... Hein. Tout, on avait extrait la terre. Oui, il y avait des affaissements de terrain. Alors ça, c'était rempli d'eau. Hein. Ce sont un peu les étangs qu'on retrouve encore. Ça, c'est Voilà, oui, oui, voilà. ouais, ouais. Et alors, j'avais demandé donc, pour avoir une pompe. Et ça a entraîné, mais que finalement, j'avais constaté qu'il y avait des poussées à la taille qui étaient anormales. Ça fait, j'ai dit à mes ouvriers, j'ai dit, je ne descends plus. Et finalement, on est venu avec une pompe. Ouais, j'ai été vidé. Ouais. J'y avais été le dimanche. Je faisais tourner jour et nuit. Hein. Ouais. Et même le week-end. Et quand ils sont arrivés le lundi matin, il n'y avait plus d'eau dans la mer. S'il y avait eu un coup d'eau, les ouvriers qui étaient habiles, hein, parce que c'était pas des ouvriers comme aujourd'hui, hein, mais il suffisait de se laisser, enfin, suffisait entre guillemets, hein, de se laisser porter un petit peu par l'eau, d'abord arriver à l'entrée du puits, et puis alors ils savaient grimper Il y avec avait l'eau. une échelle ou... Non. Je ne pense pas, non. Mais ils savaient grimper au bois et tout ce qui maintenait l'armature du puits, quoi. Ça, j'ai entendu dire, hein, mais... Il y a eu 2-3 explosions de grisou, mais moi, j'ai rien connu de tout ça, quoi. C'est du gaz. Et le gaz, donc dans la mine, il vient vers la surface. Il passe donc dans le puits et il vient vers la surface. Et c'est à ce moment-là que si vous descendez avec une lampe à carbure, la flamme... Mais vous, des coups de gaz comme ça, ou sentir le gaz, vous avez connu? C'est-à-dire que non. Vous n'avez pas Non, connu de mais problème? manque d'oxygène, ça j'ai connu. Hein. D'ailleurs, c'était pas difficile à voir. Quand on remontait donc à 4 heures, on avait son nez tout noir. Hein. Ce qui m'effrayait au départ, moi, le plus, c'est les bolilles. C'est tout ce qui vient du dessus, de la surface, et qui dégringole dans toutes les fissures du gisement. Quand il y a une pression donc, dans la galerie, on entendait des petits morceaux tomber à travers les boisements, les cadres. Même si c'est à 100 mètres, dès qu'il y a ces glissements-là de bolilles, ça fait un bruit énorme. Mais avec le compresseur, on n'entendait rien. Et c'était là le plus dangereux parce que vous pouviez ne rien entendre et d'avoir un bloc sur le dos. Et alors les vieux mineurs qui sont habitués, moi pas au début, ils disaient « Chou, il y a le diable qui grûle ». Mais alors parfois, ça continuait, hein, ces bolilles-là. « Chou, c'est quoi c'est? Il a jeté ce pantalon, ça court ». Oh là là, il avait de l'humour, là, ces mineurs-là. C'est une industrie qui a drainé pas mal d'autres choses. Et dans les petits villages par là, il y avait plein de petites épiceries bien sympathiques. Hein. Et dans l'arrière-boutique, on servait la goutte. Alors, comme il faisait froid et humide, hein, je ne sais pas s'il y avait besoin de ça, les ouvriers, ils connaissaient, même les chevaux, ils connaissaient les arrêts. Hein.
Il ne voulait pas la goûter. Étant gosse, les dimanches après-midi, de forte chaleur en été, moi et mon frère, donc on allait à pied à la fosse. C'est notre père qui nous invitait à y aller. Et alors on ramassait tous les déchets de bois. Et ils avaient une grande cuve et on allumait un feu de bois. Et quand le feu était bien allumé, qu'il y avait déjà un peu de braise, on descendait ce tonneau, cette grande bassine, quoi, dans le fond du puits. Ce qui permettait d'évacuer le mauvais air. À une seule condition, que s'il y avait un puits d'aérage. Et on voyait bien au feu, parce qu'au fur et à mesure qu'on descendait, il allumait rouge. On remontait un petit peu, et puis il allumait blanc, pour activer donc l'aération. On parlait aussi de la terre plastique à l'école. Et là, il fallait porter des outils de la fosse à terre plastique. Et puis moi, j'étais commissionnée sur l'estrade pour expliquer à mes petites camarades ceci, ça et ça. On avait une prime chaque mois pour ces outils. Et on les refaisait nous-mêmes. Parce que si on devait aller les faire chez un maréchal, il fallait payer. Alors, de fait que nous autres, on les refaisait, on ne payait pas, on avait ça en plus dans sa poche, là. Pour aller boire une bière. Les lampes, là, le crachet, c'est un boîtier en tôle que les chaudronniers, il y avait les chaudronniers, donc, fabriquaient. On mettait de l'huile dans ce boîtier-là. L'huile, on fabriquait sur place, les fermiers. C'était du trèfle. Et tous les petits ruisseaux qu'il y avait, il y avait des petits moulins avec une meule, et ils broyaient, donc, et on faisait l'huile sur place. Et pour les mèches, c'était des vieux tricots, on découpait des bandes dans des vieux tricots, et c'était pour faire les mèches. Et on s'éclairait gratuitement, presque, avec les choses sur place. Donc, jamais de panne d'électricité. Et alors, pour les baraques, c'était des haillons qu'on construisait, donc qui avaient 3 ou 4 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. C'était des petits étançons de bois de sapin qu'ils allaient chercher dans le bois. On faisait un quadrillage avec les bois et on disposait des fougères des deux côtés du quadrillage et on avait un haillon. Et pour les baraques, ils ligaturaient les haillons un à côté de l'autre et un sur l'autre. L'été, c'était frais, c'était pratique, et l'hiver, c'était chaud. Quand on avait fait un puits ici, qu'on n'y travaillait plus, qu'on en faisait un 100 mètres plus loin, donc à travers le gisement, on enlevait les panneaux et on transportait les panneaux sur place, sur l'autre puits. Je voyais bien qu'à l'époque j'ai essayé ma pension, je voyais bien que ça diminuait. Il n'y avait plus tant de puits qui fonctionnaient. Alors je me suis dit, je vais quand même essayer l'invalidité. Je crois qu'ils ont fermé vers 74, 75. Ouais. Parce qu'après la guerre, les Américains, avec le plan Marshall, ont investi en Allemagne énormément d'investissements, et notamment sur les gisements d'argile qui ont été exploités avec les grues. Savez-vous bien qu'en Allemagne, ils amenaient de la terre
la même qualité, enfin je dis même la même qualité, peut-être à peu près la même, mais qui revenait au prix, à la frontière, le même prix qu'on donnait aux ouvriers pour l'exploiter. Donc il avait pas beaucoup plus facile d'aller chercher de la terre en Allemagne. Et c'est de ça, bon, ben, qu'on a fermé, là. Hein. Si c'était à refaire, vous referiez le même métier? Oui. Oui, mais un peu autrement. Avoir le temps de, comment vais-je dire, moi, de respirer, je vais dire comme ça, hein, pour travailler mieux et plus longtemps, quoi. Et moins de tommage. Finalement, avoir été d'Erleux, pour vous, qu'est-ce que vous en gardez? Oh, c'est un honneur. Hein. C'est un honneur. Hein. Et tes petits-enfants te posent des questions sur ton métier? Ah non, jamais. Non, ça ne les intéresse pas. Non.